aujourd'hui, ces photos de produits, elles sont très largement retouchées, détourées. Elles ont besoin de ressembler le plus possible à la réalité. J'ai un peu peur qu'au bout d'un moment, ce type d'activité devienne une photo smartphone balancée dans un logiciel IA et que l'IA va le refaire en quelques secondes de manière ultra qualitative et ultra efficace, mieux que nous on pourra le faire. Donc je pense qu'à terme, effectivement, il y a certains pans de l'activité qui pourront en pâtir, notamment tout ce qui est image publicitaire, sans que l'ancrage territorial ou réel soit vraiment majeur. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Olivier Gobert, qui est photographe et vidéaste. Il se définit d'ailleurs lui-même comme un artisan de l'image. Il est régulièrement médiatisé pour son travail sur des photos uniques qui sont utilisées pour illustrer notamment le calendrier annuel des pompiers de la ville de Troyes, en France. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'IA, évidemment, mais aussi de photos et de vidéos. Autant dire que le sujet est large et qu'un épisode ne sera sans doute pas suffisant. Bonjour Olivier, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu ? Bonjour Julien, ça va très bien, merci. Et merci beaucoup de m'accueillir pour cet épisode d'AI Experience. C'est un grand plaisir de partager une petite heure avec toi. Eh ben écoute, le plaisir est partagé. Alors on va évidemment parler de photos et de vidéos. C'est ton dada, c'est ta passion, c'est même ton métier. On sait que ce milieu a connu de nombreuses évolutions au cours des dernières années. Il y a quelques années, 10 ans, 15 ans, 20 ans même en arrière, on parlait du passage de l'argentique au numérique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on voit un peu l'IA comme la prochaine révolution dans le monde de la photo et de la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que c'est comparable selon toi en termes d'impact? Alors comparable, je ne sais pas, puisque effectivement, il n'y a aucun débat sur le fait que c'est la nouvelle grande révolution de la production d'images. Mais pour moi, elle est même encore plus importante que le passage de l'argentique au numérique, puisque le numérique, finalement, a été quelque chose d'assez progressif. On a commencé à avoir des capteurs numériques qui ont fonctionné en parallèle à la création argentique et avec des défauts techniques qui étaient assez notables, puis des améliorations jusqu'au jour où l'argentique est devenu vraiment très supérieur à la Mmh. non, le numérique est devenu très supérieur à l'argentique, alors que l'IA a plutôt tendance à tout renverser d'un coup sur la table avec des vrais gros changements majeurs quasiment immédiatement. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'est effectivement un très très grand changement et une très très grande révolution. D'accord. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vu venir, le déploiement, la démocratisation de l'IA? Je sais que tu t'intéresses beaucoup évidemment à la technologie, mais ça fait en gros, 2 ans qu'on parle énormément d'IA générative. Tu t'attendais à ce que ça soit aussi fulgurant en termes de développement? Alors non, je m'y attendais clairement pas. Je pense que c'est, en fait, justement parce que j'ai un côté assez geek depuis très longtemps et dans cette approche geek, le fonctionnement de l'informatique jusqu'à là a toujours été de 1 plus 1 c'est égal à 2, ça pouvait pas être autrement. Alors que, l'IA justement a complètement bouleversé les certitudes et permis de créer des choses de A à Z qui étaient pas programmées c'est-à-dire que les résultats sortis par l'IA sont pas des résultats préprogrammés. Et donc on avait vu apparaître de l'image générative il y a 3-4 ans, comme les fameuses photos de Will Smith en train de manger des spaghettis, qui étaient absolument affreuses. À peine un an après, on se retrouvait avec des images qui étaient relativement réalistes, de la même manière avec les textes. Et ça, je pense que le changement a été tellement important qu'on pouvait pas que moi, en tout cas à mon niveau, j'ai pas pu l'anticiper. D'accord. Alors je l'ai dit, toi tu es photographe, tu es aussi vidéaste. Heu, Comment est-ce que l'IA a transformé ton quotidien de manière concrète? Alors concrètement, l'IA a bouleversé pas mal de choses, au niveau du travail, mais pas forcément pas forcément de la manière dont on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais, finalement assez peu utiliser l'IA pour générer des images, puisque mon travail, c'est de produire des images, donc j'ai pas besoin d'outils comme Midjourney ou autres pour produire des images. Par contre, là où ça a vraiment foncièrement changé la donne, ça va être pour, des améliorations, notamment sur du traitement audio, où je te parlais d'Adobe Podcast juste avant, où là, on se retrouve avec des sons qui étaient pris dans des conditions quelquefois un petit peu compliquées avec des micro-cravates ou des choses comme ça, et on se retrouve avec un son qui est ultra clean, comme s'il avait été prêt avec un micro de podcast. Ça va être sur des fonctionnalités de détourage automatique, donc dans du post-traitement d'image, on va pouvoir détourer les ciels en un clic et se permettre de redonner une dimension à un ciel en l'assombrissant ou en l'éclaircissant par rapport à ce qu'il a à la base et lui permettre d'être plus impactant au niveau de l'image. Ça va être aussi sur des photos de communication touristique, par exemple.
on a toujours la problématique soit des gens présents dans les images, soit des panneaux de signalisation, soit des enseignes publicitaires qui peuvent être amenés à changer avec le temps. En quelques clics, on peut les effacer, alors qu'avant, ça ne pouvait pas. Et de manière quasiment systématique dans tout ce qu'on peut faire au niveau de la vidéo aujourd'hui, je vais utiliser l'IA pour la création musicale, puisque jusque-là, j'avais recours à des musiques de banque de sons et j'ai fini par me rendre compte que par des softs comme Suno, on pouvait créer des musiques qui avaient une structure qui était favorable pour appuyer le propos des images. Et ça, c'est absolument génial. Donc en fait, il y a plein de choses enfin, dans lesquelles le processus d'IA va rentrer en ligne de compte, mais pas forcément sur de la création de A à Z, ou même plus basiquement sur des choses que j'ai fait récemment. Par exemple, je me suis servi de l'IA pour j'avais créé un scénario sur un tournage qu'on devait faire et je me suis servi de l'IA pour générer des images de référence à partir du scénario. Et ces images de référence m'ont servi de modèle pour construire la lumière qui m'a servi, enfin que j'ai réalisé lors du tournage. Et donc en fait, j'avais mon scénario, j'ai généré des prompts via ChatGPT et ces prompts d'images, je les ai repassés dans Créa pour générer des Créa, j'en étais on va en reparler après, mais Créa pour générer des images. Et ces images m'ont servi de référence pour donner la tonalité que je voulais par rapport à l'esprit du film. Donc en fait, l'IA générative en termes d'images ne sert à rien dans ce qui est, enfin dans ce contexte, elle sert à rien dans ce qui est vendu au client, mais par contre, elle sert dans la construction de l'image réelle qui est produite derrière. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet déjà pour l'équipe technique de savoir où on va avec un appui très concret et aux clients de savoir l'esthétique vers laquelle je me suis orienté pour, pour produire le film sans avoir besoin d'en discuter lors du tournage. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que, tu ne pouvais pas faire avant et que tu peux faire aujourd'hui avec l'IA? Ah, parce que ce que je comprends, c'est que l'IA, ça accélère les choses, ça te fait gagner du temps, mais est-ce qu'il y a des choses qui techniquement étaient trop compliquées à faire il y a 5, 6 ans, qui sont aujourd'hui beaucoup plus faciles à faire grâce à l'intelligence artificielle? Oui, ça va servir sur certaines fonctionnalités, notamment, par exemple, c'était quasiment impossible jusque-là d'élargir un cadre. Et donc, il m'est arrivé par moment d'avoir des photos où, malheureusement, un peu prises sur le vif, on se retrouvait avec des photos qui étaient un peu penchées et la perspective était pas parfaite. Donc du coup, j'ai redressé en post-prod et en redressant en post-prod, il manquait des éléments sur le bord, cadre en haut à droite ou autre. Grâce à l'IA générative aujourd'hui, ça prend quelques clics de d'étendre l'image. Donc après, c'est des choses qu'on pouvait déjà faire dans certains cas, comme, avec le remplissage, d'après le contenu sur Photoshop, par exemple, mais ça marchait sur des ciels, ça marchait sur des pavés, mais ça marchait pas sur un bâtiment ou sur des éléments complexes. Aujourd'hui, c'est très facile de faire ça très rapidement et de la même manière que tu peux, non seulement tu peux étendre un peu un cadre, mais tu peux étendre considérablement un cadre et donc ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir des photos de commande, pour des clients qui étaient faites en format, paysage et pour leurs besoins d'usage sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, ils revenaient vers moi en me demandant de transposer ces images en format portrait. Sauf qu'une image qui a été cadrée en format paysage, elle n'est pas du tout prévue pour être cadrée en format portrait. Et dans certains cas, ça impliquait soit d'avoir un cadre qui était pas beau, soit de bricoler pour reconstituer une partie de l'image manquante sur la partie haute ou basse, ce qui pouvait s'avérer être extrêmement chronophage et très complexe. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, c'est très facile de basculer. Et si le cadre nécessite d'être agrandi d'un côté ou de l'autre, en un clic, c'est fait. Donc, effectivement, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles ça va vraiment avoir un impact sur le travail. D'accord. Alors on disait, tout à l'heure que l'IA, évidemment avait un impact sur les retouches. On sait que ça fait partie du travail du photographe. Une fois que la photo est prise, il faut la développer, la retoucher avant de la vendre à son client, par exemple. Est-ce que l'IA, c'est un outil qui permet d'accélérer ces processus? Est-ce que, concrètement, en 3 clics, tu pourrais aujourd'hui retoucher une photo? Est-ce que ça te fait gagner du temps? Et est-ce que ces retouches sont encore nécessaires? Aujourd'hui, sur certains points, l'IA, permet de gagner un temps énorme dans le sens où, quand on travaille sur des grosses séries de photos, par exemple, il y a dans certains cas, on va être amené à appliquer un filtre identique sur l'intégralité des ciels et là, l'IA va permettre à partir du moment où il a été fait sur une première photo, de transposer le même effet sur toute la suite et du coup de gagner un temps fou parce que pour un ciel, avant ces fonctionnalités-là, c'était un boulot de cinglé. Dans la logique de retouche, moi, là où ça va plutôt jouer aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques années de ça, j'allais retoucher en profondeur des images uniquement dans certains cas, c'est-à-dire quand on se retrouvait sur des images où je savais qu'elles allaient atterrir en 4 par 3
ou finir en couverture d'un magazine de présentation touristique ou des choses comme ça, parce que je pouvais pas laisser passer le moindre défaut. Alors qu'aujourd'hui, des simples photos qui ont vocation à finir sur des publications Instagram, on va rentrer dans des processus de retouches plus poussées grâce à l'IA, parce que ces fonctionnalités sont tellement accessibles que finalement, à les retirer, comme je le disais tout à l'heure, un panneau de signalisation ou autre, c'est quelque chose qui devient très facile. Donc, sur du gros post-traitement d'image, l'IA aujourd'hui bouleverse la donne et le rend extrêmement rapide et beaucoup plus simple que ça l'était jusque-là. Par contre, sur le processus de post-traitement complet de séries de photos, au final, c'est pas vraiment un gain de temps, c'est même plutôt une augmentation, puisque l'accessibilité de l'outil rend la démarche de retouche presque plus accessible, et du coup, ça donne plus envie de pousser les choses pour aller au bout, pour ne pas sortir d'images qui sont pas foncièrement abouties. Et sur un exemple concret et simple, par exemple, jusqu'il y a quelques mois de ça, c'était impossible de faire il y avait quelques outils qui permettaient de faire du dénoise sur les photos, c'est-à-dire quand on avait des photos prises en basse lumière avec une forte sensibilité, on avait vite du bruit qui apparaissait. Et les quelques outils qui faisaient ça avaient tendance à créer un certain lissage. C'était assez rapide, mais c'était pas très beau. Aujourd'hui, c'est des fonctions qui sont ajoutées directement dans Camera Raw ou dans Lightroom, ou alors il y a des outils dédiés comme Topaz que j'aime bien utiliser. Et ces outils sont très rapides au niveau de l'acte humain, parce que c'est juste un clic à faire en gros pour le lancer. Mais par contre, c'est des outils qui sont très 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 chronophages en termes de temps machine. Et quand on a une série de 100 ou 200 photos à post-traiter et que ces 200 photos doivent être dénoisées, je sais pas comment on dit le terme en français, débruité, on va dire, peut vite prendre 2 ou 3 heures de calcul machine pour retirer ce bruit et pour rendre une image qui devient extrêmement clean. Donc, au final, on a passé plus de temps, mais sauf que ne pas le faire alors que c'est quelque chose qui est accessible simplement par un clic, c'est plus possible, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre, en tant que photographe, de livrer une photo qui contiendrait du bruit, puisque c'est possible de le supprimer. Mais par contre, supprimer le bruit, ça prend du temps. Donc il y a un bénéfice sur l'outil et sur le rendu final, mais est-ce qu'il y a un réel bénéfice sur le temps passé au niveau du post-traitement? Je suis pas certain, parce qu'inévitablement, on rentre dans d'autres processus de traitement qui n'existaient pas à la base. D'accord. Alors, tu as évoqué très rapidement, Topaz, Créa, tu parlais de Lightroom, tu as parlé de Photoshop, tu as parlé de Camera Raw. Tout ça, c'est des outils, j'imagine, que tu utilises au quotidien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu peux donner quelques exemples concrets de ces outils, de ces plateformes à base d'IA, qui font partie aujourd'hui de ton quotidien? Ouais. Alors déjà, je n'utilise pas Lightroom. J'ai cité Lightroom parce que c'est très généraliste, mais je bosse que sur Camera Raw, mais ça revient au même. Donc moi, dans l'ordre d'utilisation, les outils que je vais utiliser le plus, ça va être bien évidemment la suite Adobe, avec tout ce qui est traitement, retouche des photos, réduction du bruit, amélioration audio pour Adobe Premiere, génération des sous-titres automatiques, et un petit peu d'extension d'image ou des choses comme ça. Mais enfin, en tout cas, la suite Adobe intègre plutôt bien l'IA, même si c'est pas sur les fonctionnalités qu'ils proposent les outils les plus performants actuellement. Donc après, je pense qu'Adobe a tellement de moyens que ça finira par les rattraper et qu'ils sont pas encore tout à fait morts. Mais pour moi, c'est vraiment la base du travail, parce que c'était déjà la base du travail lié à la production d'images et à la photo. Après, j'utilise énormément ChatGPT. ChatGPT, ça a plein d'intérêts. Enfin, c'est très intéressant pour plein de choses. Ça me permet de clarifier les scénarios pour mes clients. Par exemple, moi, ça m'arrive quand on me demande de créer un spot de pub, souvent pour gagner du temps, je me contente d'écrire scène 1, il se passe ça, scène 2, il se passe ça, scène 3, il se passe ça, et de manière assez épistolaire. C'est-à-dire que ça contient pas, enfin, je mets finalement assez peu d'informations. Et après, je repasse le script tel que je l'ai écrit dans le ChatGPT en lui demandant d'aller plus loin et en lui donnant des spécificités par rapport à la caractérisation des personnages, ce que je veux voir retranscrire ou des choses comme ça. Et là, ChatGPT va me permettre de pousser les choses plus loin pour que le client arrive beaucoup plus facilement à transposer ce qui est écrit que simplement mon script de base, qui au final s'avère être limite plus un synopsis. Et avant, je sais que j'y passais vraiment beaucoup de temps dès que j'écrivais un scénario, parce qu'il fallait le prendre dans les détails pour que le client comprenne bien, alors que finalement, un scénario, dans les contextes d'utilisation que je peux faire, où je tourne ce que j'écris, moi, j'avais pas besoin d'informations ultra détaillées.
Et maintenant, grâce à ces outils-là, on peut aller plus loin. Je m'en sers également pour, générer des paroles de chansons. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait des vidéos événementielles, souvent j'essaye d'avoir des textes dans les chansons qui appuient le propos de la vidéo. Enfin, sur des vidéos événementielles ou sur des petites vidéos. Bon, j'opte plutôt souvent pour des musiques, enfin pour des paroles en anglais, comme ça noie un peu le poisson. Mais enfin, en tout cas, les gens un peu anglophones, font le lien et ça donne un cachet assez unique aux vidéos. Et je sais qu'on a déjà sorti des vidéos comme ça où les gens qui les regardaient étaient assez surpris de voir, enfin, ils s'imaginaient tout de suite qu'on faisait une musique qui était, vraiment faite pour le besoin de la vidéo. Donc pour ça, pour enfin, donc j'écris des paroles avec ChatGPT et je génère les musiques via Suno qui est assez bluffant, au niveau de la structure, enfin des capacités musicales. D'accord, et cet outil te permet également de gérer le chant ou, tu embauches, un chanteur ou une chanteuse? Ah non, non, Suno, ça génère des musiques de A à Z, chant y compris. D'accord. Et c'est vraiment, vraiment bluffant, donc j'ai un abonnement là-dessus et je m'en sers, très, très régulièrement. Et par contre, enfin, Suno est meilleur sur des musiques avec chant que sans paroles parce qu'en fait, il a tendance à structurer les musiques en fonction du texte. C'est-à-dire que si on raconte quelque chose de triste, il va avoir tendance à faire des musiques tristes. Si on raconte quelque chose de positif, il va avoir tendance à faire quelque chose de positif dans la sonorité. Et il a du mal à mélanger les 2. Et c'est pas, enfin, c'est un peu c'est un peu le côté réducteur de l'outil, je trouve, parce que, dans certaines musiques, on a vu des musiques populaires ces dernières années, par exemple le cas de Stromae qui avait beaucoup cartonné, avait toujours ce côté, musique très festive et populaire pour des paroles ultra glauques. Mmh. Ce type de structure, c'est impossible à faire avec une notion, il n'y arrive pas. D'accord. Et de la même manière, quand on lui demande de générer des musiques strictement instrumentales, il a tendance à créer des boucles assez peu variées parce qu'il n'a pas de texte sur lequel s'appuyer. Et contrairement des musiques réelles, c'est assez étrange, mais contrairement à des musiques réelles, tu peux pas séparer les pistes, audio et musicales de manière ultra efficace comme tu pourrais le faire avec la AI, je sais pas si tu vois ce que c'est? Ouais. En fait, si tu mets une musique générée par Suno dans la AI, la voix va rester présente un peu sur la musique et inversement, alors que sur des vraies musiques, ça marche extrêmement bien. Ouais, tu peux pas avoir, ta guitare d'un côté, ta batterie de l'autre, le chant de l'autre et Non, cetera. non, non, c'est là qu'on voit que ça génère une piste audio qui est assez particulière, parce qu'il n'arrive pas à déterminer D'accord. enfin, Tu Olivier, pardon, à l'instant, tu parlais de ChatGPT pour, la partie, script, scénario, c'est hyper intéressant. Est-ce que parfois ChatGPT t'a challengé? Est-ce que parfois tu t'es rendu compte qu'une idée que tu avais, en la passant dans ChatGPT, bah, en fait, c'était peut-être pas une bonne idée et que, tu utilises aussi ChatGPT non pas comme un assistant, mais comme un peu, l'avocat du diable qui vient te, bombarder de questions, te remettre en question, t'apporter des nouvelles idées, te dire: «Bah, peut-être que ton idée de départ était pas bonne. Voilà ce que je pense moi». Non, mais par contre, il m'arrive de demander à ChatGPT de relire les scénarios et Mmh. de lui demander, quels sont les points qui peuvent être améliorés. Et ça peut être enfin, quels points peuvent être améliorés dans la structure, quels points peuvent être améliorés dans la narration ou des choses comme ça. Et donc effectivement, enfin, il y a une efficacité notable sur le côté relecture. Enfin, par exemple, on est en train de monter un truc qu'on a tourné la semaine dernière pour la DMR, et en fait, ma structure de base du scénario, je l'ai fait relire par ChatGPT qui m'a dit: «Ah, si on déplace telle séquence à tel endroit et telle séquence à tel endroit, ce sera plus efficace». Et l'analyse était bonne, en fait. De la même manière, ça va vraiment être efficace sur si on veut accentuer des points ou des points de bascule et qu'on trouve pas des solutions, enfin pas de solution, ça m'est déjà arrivé, de lui dire: «Tiens, je bloque à tel moment, comment je peux faire pour accentuer ce moment-là?» Et là, il y a pas de souci. Par contre, ChatGPT, enfin, non, il ne contredit pas, mais je pense pas que ChatGPT contredise qui que ce soit. C'est pas, c'est pas le fond de cet outil. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie efficacité dans l'analyse du texte, qui est absolument remarquable et qui te permet d'aller plus loin dans ta démarche à partir du moment où tu sais ce que tu lui demandes. Et je m'en sers énormément. Et de la même manière que j'utilise beaucoup aussi ChatGPT pour générer des prompts d'images. Donc je te disais tout à l'heure, par exemple, que, j'avais utilisé des images génératives, pour avoir mes bases de lumière sur un contexte de tournage. En fait, donc j'avais mis, le texte d'une séquence donc la description d'une séquence dans ChatGPT. Je lui ai demandé de me générer l'image qui, lui semblait la plus appropriée par rapport au contenu. Là, il m'a sorti un truc, je l'ai rajusté, je lui ai demandé de, me fournir le prompt, et après j'ai repassé ce prompt dans autre chose, donc dans Créa en l'occurrence, parce que je trouve que les images qu'il génère sont
esthétiquement super belle et c'est le prompt de ChatGPT avec les images générées dans Créa qui sont devenues ma référence d'image par rapport à mon orientation de tournage. D'accord, OK. Je vais juste raconter une petite histoire très rapidement. J'ai interrogé des rédacteurs, des traducteurs dans le cadre du podcast et parfois certains me disent, c'est important quand on a un nouveau contrat de bien gérer la relation avec le client. Le client s'attend pas forcément à ce qu'un rédacteur ou un traducteur utilise l'IA pour faire son travail, ce pour quoi on est payé. Par rapport à toi, dans le monde de la vidéo et de la photo, quelle est la position de tes clients vis-à-vis de l'IA? Est-ce qu'ils trouvent ça normal que tu utilises l'IA pour faire de la création vidéo et photo? Ou est-ce qu'à l'inverse, ils s'attendent à ce que tout soit fait un peu de manière artisanale, manuelle, comme c'était le cas avant? Est-ce que c'est un sujet de discussion? Est-ce que ça figure dans tes contrats? Et comment tu présentes les choses? Alors, comment je me présente les choses? Déjà, je l'assume complètement. C'est-à-dire que j'assume complètement le fait que j'utilise l'IA dans le cadre de mon travail. J'assume le fait que la musique est générée par IA. J'assume que mes images de référence sont générées par IA, que mes scénarios sont corrigés par ChatGPT, enfin par IA, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de mal perçu parce que, dans tous les cas, il y a un côté extrêmement artisanal à la production d'images à partir du moment où, on va mettre en place un environnement, une lumière, des gens pour produire la photo à la base, enfin la photo ou la vidéo à la base. Tout ce qui est autour, ça reste qu'un appui. Après, sur la musique, en l'occurrence, en général, ça les fait, enfin, soit ça leur fait ni chaud ni froid parce que de toute façon, c'était des musiques de banque de sons et que, ils attendaient pas quelque chose de personnel par rapport à ça. Soit au contraire, ça les amuse parce qu'ils se disent: «Ouais, c'est génial, c'est une vraie musique», enfin, qu'on dirait qu'il y a tu fait composer quelque chose. Et le troisième cas, c'est on fait, enfin, sur certains cas, on peut avoir besoin de musique vraiment très, très qualitative et dans ce cas-là, moi, je passe encore par des compositeurs. Donc et puis ça changera pas parce qu'en fait, le travail humain, quoi qu'il en soit, pour à tout niveau, reste meilleur que ce que propose l'IA aujourd'hui. D'accord. Mais en tout cas, ça fait pas partie des clauses des contrats. Ils te disent pas interdiction d'utiliser l'IA sur ce projet, par exemple. Bah, j'ai jamais Non. vu ça en tout cas. Je sais pas si ça pourra arriver un jour, mais si, mais ça a pas de sens en fait. Ça, enfin, si un jour un client me disait quelque chose comme ça, je veux bien l'entendre, mais ça a pas de sens parce que rien que le traitement de l'audio sur une interview, le passer dans l'IA, c'est avoir une audio de meilleure qualité. Même si on prend quelqu'un qui va faire l'enregistrement, rien que, le détourage automatique d'un sujet ou, d'un ciel, comme je le disais sur une photo, par IA, c'est forcément amener un résultat de meilleure qualité au final. Donc dire: «Non, on n'utilise pas l'IA», ça n'a aucun sens. Et là où ça pourrait peut-être, devenir un peu plus délicat, c'est que ce serait si j'allais me mettre à aller tourner des films entièrement écrits par IA, mais ça a pas de sens. Enfin, j'irais pas faire ça non plus. Et d'autant plus, ChatGPT, pour le coup, n'est pas capable de structurer un scénario de manière cohérente aujourd'hui. Et j'ai déjà essayé les choses. Notamment, il y a un point qu'il arrive absolument pas à comprendre, c'est que dans un scénario, c'est une séquence, un lieu. Il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça. Et j'ai eu beau lui donner des exemples, lui poser des questions, le réorienter, ainsi de suite. Ça, dans sa continuité, il assimile absolument pas. Il est capable enfin, il est absolument incapable de te séparer les séquences avec une séquence, un lieu. Et donc, ce qu'il te propose au niveau des scripts écrits nativement, c'est jamais tournable dans l'état, en fait. D'accord. Est-ce que les outils d'IA fonctionnent aussi bien dans le monde de la photo que dans le monde de la vidéo? Ou est-ce que, je sais pas, la vidéo me semblerait intuitivement peut-être un peu plus avancée dans ce milieu ou peut-être c'est peut-être moins compliqué à faire? Alors moi, j'ai pas ce point de vue-là. Pour l'instant, je pense qu'au contraire, les fonctionnalités photos sont très poussées déjà. Je me demande même ce qu'on pourra faire de plus, à la condition de réussir à augmenter un petit peu le niveau de détail certaines productions. Sachant qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus fort au niveau du traitement de l'image, ça va être, vraiment ce que va proposer Photoshop, mais avec les énormes défauts qu'avaient les IA au départ. C'est-à-dire il est tout à fait capable de te sortir une image avec quelqu'un qui a 3 jambes, ou 12 doigts à la main ou des choses comme ça. Mais par contre, il est capable aujourd'hui de te générer des images avec un niveau de détail équivalent à celles qui ont été prises par le capteur de l'appareil photo à la base, donc avec des images à 40 millions de pixels. Alors que c'est pas le cas du tout dans les autres, applications. Genre moi j'utilise Créa, je te le disais tout à l'heure. Créa, il, plafonne à, je crois 1920 ou 1080, enfin équivalent Full HD. Par contre, au niveau de la vidéo, non, pour l'instant, c'est extrêmement limité. Déjà, tout ce qui est, application de génération de vidéo
et ne va pas au-delà de la Full HD, alors que le standard au niveau du tournage, ça va être la 4K, voire la 6K aujourd'hui, voire même plus dans les années à venir, on verra. Et donc même les fonctions bêta qu'il y a dans Premiere ne sont pas exploitables dans un flux de production puisqu'elles sont trop limitées au niveau du débit. Il y a finalement assez peu de fonctionnalités utiles comme les masques automatiques. Alors je crois que DaVinci fait ça, mais en tout cas dans la suite Adobe pour l'instant ça n'a pas du tout été développé. Finalement on en a encore vraiment qu'au tout début. Enfin quand on arrivera à basculer au niveau de l'image vidéo à des équivalents avec ce qu'il y a sur la photo, déjà on aura fait un gros pas en avant. Mais moi, je suis pas sup enfin, je l'ai déjà dit, mais je suis pas très convaincu par les trucs type, Runway ou des choses comme ça, parce qu'il y a un côté très peu naturel dans les mouvements, dans les déplacements, des formations dans tous les sens. Alors après, moi, je sais que on avait testé il y a pas très longtemps avec, la fonctionnalité une fonctionnalité vidéo dans Créa justement. On avait cherché à générer un bullet time avec Créa. Donc en filmant 2 séquences simultanément avec 2 caméras qui étaient décalées de 30 degrés. Après plusieurs tentatives, le résultat était absolument bluffant. Et là, moi, ce côté-là me paraissait extrêmement intéressant et je pense que je vais y venir parce que, la définition est moins bonne que la définition de base d'une image standard, mais le côté technique est tellement incroyable qu'on accepte de beaucoup plus le côté faible qualité, parce que quand dans une petite production, tu balances un enchaînement de séquences où d'un coup, hop, le temps s'arrête et la caméra se déplace à droite à gauche, comme ça avait été exploité pendant les JO avec le skate, par exemple, vous avez trouvé le moyen de faire ça en temps réel. C'est absolument bluffant et ça, c'est des fonctionnalités qui, pour moi, méritent vraiment de se pencher sur la question. Enfin, tout ça pour dire que je pense qu'aujourd'hui, l'IA est très bien intégrée dans le flux de production de la photo, que la vidéo, il y a encore des choses à faire, mais que les possibilités à terme seront vraiment énormes puisque par définition, l'audiovisuel, ça concerne et la vidéo et l'image, enfin, et le son, et qu'à partir du moment où on fait un peu ce qu'on veut sur l'image et sur le son, ça deviendra complètement fou. D'accord. Tu parlais de Runway, à l'instant, donc juste pour expliquer, Runway ou Sora, qui sont des outils, ce qu'on appelle text to vidéo, où en gros, à la manière de ChatGPT, on crée un prompt, et ce prompt se transforme en vidéo. Alors souvent, c'est des vidéos de 3, 4, 5 secondes, pas toujours très qualitatives comme tu le soulignais, mais est-ce que ça va ressembler à quoi, selon toi, le futur du text to vidéo? Est-ce que tu vois des outils comme Runway ou Sora vraiment, dans les années à venir, transformer le travail des pros, voire même les remplacer peut-être? Même si aujourd'hui on a bien compris qu'on est vraiment dans les prémices de cette technologie, hein. Donc là, enfin, effectivement, on est complètement dans les prémices, mais je pense que ça va remplacer ça va dépendre comment ça évolue. Je pense que sur le full texte ou vidéo, c'est-à-dire on ne part pas d'une image de base et on ne finit pas sur une image qui est déjà prise en compte, ça me paraît un peu compliqué d'exploiter ça, de manière vraiment considérable. Puisque là, il y a quand même un énorme problème pour l'instant avec l'image générative, au sens large, puisque ça implique également la photo. C'est que c'est impossible de prendre un objet et de le réintégrer dans une image générative sans que l'objet ne subisse de déformations notables, y compris sur des personnages. Alors après, je sais il y a du mieux indéniablement, mais quand si on est amené par exemple à faire un spot de pub pour une voiture, si on intègre une photo de la voiture et que la voiture se retrouve ne serait-ce que légèrement déformée, bah c'est pas la bonne voiture. Et ça, c'est un énorme problème. Enfin, ça rend la chose inexploitable pour les clients. Donc, s'il y a amélioration vraiment notable là-dessus, au bout d'un moment, ça donnerait quelque chose d'intéressant. Après, je pense que déjà aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez bluffant, notamment je sais que j'ai vu des mecs qui s'en servaient pour générer des effets spéciaux sur du fond vert, où ils demandaient à Sora justement de générer des images qui étaient déjà intégrées sur du fond vert avec des éléments, par exemple, avec des plantes qui poussaient ou des arbres et il serait incrusté là-dedans. Et ça, je pense que c'est un bouleversement majeur, mais c'est quelque chose qui finalement va plus poser problème aux activités de graphiste ou de VFX qu'aux activités de tournage, puisque quand on tourne la réalité. Ces enjeux sont quand même hyper intéressants parce que, enfin, je sais pas toi comment tu vois les choses, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils pratiquement tous les jours ou toutes les semaines. Comment tu fais pour rester connecté à l'actu, pour passer à côté de rien? Il y a un côté un peu, parfois, il y a trop de choses, tu vois? Trop d'informations, trop de bruit, trop de trucs. Comment est-ce que tu fais pour traiter, filtrer ces infos et utiliser
des outils ou des informations qui te sont vraiment utiles dans ton quotidien? Bon, donc déjà, je passe à côté de plein de choses, c'est certain. Il y a beaucoup d'éléments, sur lesquels j'ai jamais pu me pencher dessus, de la même manière, enfin de manière toute basique, hein. Moi, j'ai jamais utilisé Midjourney alors que je sais que Midjourney, c'est, l'outil de génération d'images par excellence. Ah, pardon Olivier de t'interrompre, pourquoi t'as jamais utilisé Midjourney? Je suis très curieux. Bah, parce que j'en ai jamais eu besoin, en fait, OK. et c'est ça la finalité, c'est que, les nouveaux outils deviennent intéressants à partir du moment où le besoin devient réel et se fait sentir, et moi, je me suis intéressé à Suno parce que j'avais besoin de faire des musiques. Je me suis intéressé à ChatGPT parce que j'avais besoin d'écrire des textes, et je me suis intéressé à Créa, non pas pour la génération d'images à la base, mais pour une fonction d'amélioration des images qui s'appelle la fonction Enhance, qui, te permet d'humaniser, si je puis dire, des images IA, et ça, c'est vraiment bluffant, et en fait, en poussant les choses, je me suis rendu compte que cet outil permettait également d'améliorer des images réelles. C'est-à-dire qu'on prenait je prenais une photo réelle et je la repasse à l'intérieur de cet outil, et l'image qui va me ressortir va être une image générée du coup, qui a des modifications assez substantielles, mais qui va être plus belle, et ça va être sur des choses par exemple basiques, mais simplement les ongles de la main. Enfin, s'il y a une photo, sur la photo, la personne a on voit sa main, bah, il va me faire ressortir des ongles qui vont être d'une forme parfaite, et esthétiquement dans un contexte pub, ça peut être quelque chose de très utile, et du coup, je suis venu à m'intéresser, à utiliser ça parce que ça devenait hyper pertinent. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai des outils qui répondent à peu près toutes les cases dont j'ai eu besoin, puisqu'il y a eu, il y a la suite Adobe pour le traitement des images, et enfin toute la base, ChatGPT pour le texte, et puis également pour un peu pour les images avec DALL-E, Suno pour la musique, et Créa qui va faire la même chose que ce que m'a proposé Midjourney et Runway, mais pas avec les mêmes rendus forcément, mais en tout cas, j'ai jamais eu de besoin express d'aller sur Midjourney, et donc peut-être qu'un jour j'y viendrai, parce qu'en plus, enfin, je vois bien ce qui passe, hein. Je vois bien que le rendu, est meilleur sur Midjourney, mais j'en ai pas eu, enfin jusque-là, j'ai pas eu de choses où je me suis dit: «Ah ça, j'en ai absolument besoin, faut que j'y passe», donc je suis allé, tout simplement. Et pour, revenir sur le sujet donc de la veille technologique, de toutes les infos, est-ce que tu as du temps pour, lire, te renseigner, explorer les nouvelles fonctionnalités des outils et cetera? Et bah, justement, du coup, c'est là que j'allais en venir, c'est que, en fait, la veille technologique se fait à partir du moment où le besoin devient réel. Et c'est de la même manière que, sur les évolutions technologiques sur un point de vue hardware, hein. Je vais pas m'intéresser à ce que sort, Sony au niveau de ses caméras, dans la mesure où je bosse sur Canon, sauf vraiment de manière, très, très rare, parce que j'ai envie de suivre un petit peu et de voir si telle ou telle marque devient meilleure que l'autre, mais en tout cas, c'est pas la finalité en première. Et donc, au niveau de l'IA, ça va être la même chose. Je vais m'intéresser considérablement aux évolutions et à tout ce qui change à partir du moment où ça correspond à un de mes besoins. Et donc, quand je me dis: «Tiens, j'aimerais bien qu'on puisse faire ça», enfin, basiquement, par exemple, il y a un mois ou 2, je me disais: «Ah, ce serait quand même bien si on pouvait trouver le moyen de mixer le son automatiquement pour avoir un son qui est plus présent sur les vidéos, tout en prenant en compte la musique et la voix quand on fait des interviews». Et puis on s'est mis à chercher des logiciels IA qui fait du mixage son. On a trouvé des choses qui étaient plutôt pas mal, mais par contre, pas encore à un niveau suffisamment qualitatif pour que ça justifie de se passer de quelqu'un qui le f enfin d'un prestataire qui le fait. Parce que moi j'ai des gens qui mixent le son et qui mixent très bien, donc pour l'instant j'ai pas encore mixé, donc en tout cas, c'est du besoin que naît la recherche. D'accord, OK. Est-ce que j'aimerais revenir un instant sur ton travail, qui t'a un peu médiatisé ces dernières années, sur le calendrier des pompiers de la ville de Troyes. Alors, si vous voyez pas du tout à quoi je fais référence, je vous invite à chercher, sur Google Olivier Gobert, Gobert, calendrier pompier. Je pense que vous allez le trouver assez facilement. Tu as fait plusieurs versions, dont la dernière, elle s'est quand même beaucoup nourrie à base d'IA pour mettre en scène, en gros, les pompiers dans des scènes un peu surréalistes. Ça a été quoi ton processus créatif et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? Alors, ce qui m'a amené à faire ce choix, c'est que l'année dernière, on avait fait une série avec des super-héros et des princesses qui avait plutôt bien marché, puisque
Enfin, pour l'anecdote, je sais qu'on en a vendu jusqu'au Québec. Et donc c'était assez, enfin il y a eu une résonance qui a été extrêmement importante et cette année, donc il fallait faire une nouvelle série et moi je voulais pas refaire la même chose que l'année d'avant, puis je voulais quand même faire quelque chose qui allait un peu sortir du lot pour que ça pour pas faire un flop par rapport à l'année précédente. Donc ça a peut-être un petit peu moins marché, mais en tout cas, il y a quand même eu un assez gros succès puisqu'on effectivement, on en avait parlé même jusqu'à France Inter, donc j'étais assez content là-dessus. Oui, France Inter, il y a Le Parisien, je crois, on a parlé aussi? Ouais, il y a eu le Parisien, il y a eu France 3, il y a eu, enfin, je sais pas, il y a eu plein d'articles dans plein de presse, parce que même, je crois que j'avais eu, Télé 7 jours ou des choses comme ça. Enfin, c'était ouais, c'était déconnant. En fait, le processus créatif, c'est que, au début, je voulais faire enfin, bon, je me suis dit: La cible qui marche bien, c'est les enfants. C'est normal, c'est eux les plus susceptibles de s'intéresser à des calendriers. On voulait sortir de l'image du calendrier de pompier classique avec les incendies, les accidents, tout ça, parce que c'est pas très chouette. Donc, comme on avait fait des princes et des princesses, assez basiquement, je me suis dit autant que les pompiers interviennent pour sauver des jouets. Et la démarche, enfin la première réflexion a été de mettre en œuvre des jouets qu'on avait à droite à gauche avec des photos qui auraient pu être faites en conditions réelles dans des chambres d'enfants. Le problème, c'est que ça impliquait finalement de rendre les pompiers tout petits par rapport à un environnement gigantesque et j'aimais pas beaucoup l'image que ça renvoyait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on intègre des pompiers dans un environnement, enfin dans des vrais jouets, le pompier devient un pompier miniature Mmh. et pas l'inverse. Et du coup, je n'aimais pas trop cette image-là. Je trouvais que ça marchait pas. Et là, on en est venu à se dire, bah, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse des jouets de grande dimension pour transposer les pompiers à l'intérieur. Et là, ça, c'était la seule solution qui m'est venue et qui restait dans un budget pas déconnant, était de générer des images par IA. Donc, on a échangé avec les pompiers pour voir quels étaient les différents métiers qu'ils pouvaient avoir dans leurs activités. Et donc, dans le processus créatif, c'était quelque chose d'assez, enfin, une démarche assez inverse, puisqu'en fait, on a d'abord généré les images par IA en prévoyant des images qui pourraient permettre d'intégrer les pompiers. Donc en fait, il y avait déjà la recherche de prompt avec ChatGPT. La génération des images, en l'occurrence, on était passé à l'époque par Dali et par Firefly. Entre-temps, je suis repassé dessus avec Créa, justement par la fonction AI, ce qui leur a donné un peu plus de cachet. On a d'abord fait enfin, générer les images. Ensuite, on les a modifiées avec Photoshop pour agrandir certaines zones, pour effacer certains éléments, tout ça pour permettre d'intégrer les pompiers. Et après, on a refait des photos sur fond vert dans l'environnement enfin dans leur caserne, en reproduisant systématiquement la lumière de la photo de base. Donc, ça a demandé une analyse technique assez importante de la chose pour qu'on puisse une fois détouré, réintégrer les personnages dans les environnements. Et je pense qu'au final, ça marche pas trop mal. D'accord. Alors pour donner quelques exemples, on a des photos où on a des pompiers sur un bateau, qui vont sauver dans une grande baignoire, en tout cas un bateau en forme de jouet. On a des pompiers qui viennent, soigner une poupée qui est tombée d'un cheval en bois, qui viennent, désincarcérer, une voiture, un une 2 voitures en forme de jouet qui sont rentrées dedans ou qui viennent encore, tenter de récupérer, capturer une licorne. On est quand même sur un imaginaire qui est assez fantastique. C'est à quel point ça a été, long et compliqué à mettre en musique justement, ces images? À partir du moment où tu as eu l'idée, je veux dire, faut rentrer dans la pratique, faut mettre un peu les mains dans le cambouis, ça doit pas être simple, non? Ouais, c'est marrant parce que tu es le 1er à poser cette question et parce que tout le monde a cru que c'était facile. Ouais, dans le comprenons. Et donc ouais, ça a été assez compliqué parce qu'en fait, déjà, il a fallu trouver les idées. Donc ça, il y en a certaines qui nous ont semblé assez évidentes, enfin qui m'ont semblé assez évidentes, notamment, le bateau et la baignoire ou le dragon, cracheur de feu. Ça, c'était assez évident. Il y en a d'autres sur lesquels on séchait beaucoup plus, genre j'avais pas trop d'idées, par exemple avec le bonhomme radioactif Playmobil ou des choses comme ça. Mais ça a été la première étape et la deuxième étape a été effectivement de générer les images. Donc il a fallu trouver les bons prompts pour qu'on se retrouve avec des images qui nous permettaient d'avoir des focales comprises entre 24 et 35 millimètres. Alors ça, autrement dit, enfin, c'est parce que je voulais absolument des photos prises au grand angle pour les intégrer dedans. Et donc, c'était pas évident d'avoir un point de vue qui était assez favorable à la prise de vue au sol, parce que l'IA, comme on était sur de la recherche basée sur des jouets, il avait tendance à te faire des photos qui étaient toujours prises par au-dessus,
comme si on était vu d'un adulte dans une chambre d'enfant. Et donc il a fallu vraiment réfléchir à la formulation des phrases pour que les photos soient prises tout le temps le plus bas possible au ras du sol pour qu'on arrive à s'intégrer là-dedans. Je pense qu'on a bien passé 3-4 jours à générer des images jusqu'à ce qu'on obtienne une série qui nous convenait bien. Après, on a défini lesquelles c'était. On les a, comme je te disais, remodifiées dans Photoshop. Après, il y a eu une journée de prise de vue, puis après, le post-traitement pour intégrer tout ça. Donc, il y a eu le détourage, puis l'intégration. Ça a dû prendre un jour et demi de boulot sur les 10 images, quoi. Donc, ouais, il y a un peu de taf quand même, hein. Ouais, non, j'imagine bien. Tu parlais du prompt à l'instant, c'est intéressant. Donc le prompt, hein, je répète, c'est juste donner des instructions à un outil d'intelligence artificielle. Est-ce que selon toi, ça va devenir la nouvelle compétence indispensable pour les photographes? Et est-ce que tu aurais quelques conseils peut-être pour savoir bien parler à une IA, à partir de l'expérience que tu as eue avec notamment le calendrier des pompiers? Prompter, compétence, j'ai du mal avec ça. Puisque, par définition, le propre de l'IA, c'est d'avoir une compréhension du langage naturel. Donc le langage naturel, c'est pas prompter, c'est juste, s'exprimer correctement dans un français correct ou dans un anglais correct selon la langue dans laquelle on est. Donc après la seule, enfin moi je me revendique pas prompter, quoi que ce soit. Je formule les choses comme je les pense et de la manière la plus précise possible. Après, je sais que, il y a différentes capacités de compréhension des IA selon les applications qu'on peut utiliser. Indéniablement, ChatGPT au-dessus de tout par rapport au reste. Les autres ont quand même plus de mal à comprendre le langage naturel, ou en tout cas, ils l'interprètent d'une manière qui est moins bonne. Et donc moi, dans mon mode de fonctionnement, dès que j'ai besoin de générer une image, je passe systématiquement par ChatGPT pour générer le prompt. Et je lui explique l'image telle que je l'entends. En général, il va soit me proposer, enfin, quelquefois, il comprend pas bien les choses, soit il va me, parce que même quand je lui demande de générer le prompt, quelquefois, il va me générer l'image directement. Soit il me génère quelque chose qui correspond dans l'idée à mon idée, et dans ce cas-là, je lui demande de me donner le prompt et je vais le recopier dans les autres applications. Soit il sait pas exactement, et dans ce cas-là, je vais être plus précis pour lui demander pour qu'il retouche les parties qui me conviennent pas, jusqu'à obtenir un résultat qui me semble favorable. Mais quoi qu'il en soit, la seule chose qui est très importante finalement, c'est d'être le plus clair et le plus précis possible. Il n'y a pas de place à l'interprétation dans l'écriture. Un peu finalement à la manière d'un scénario, quand on écrit un scénario de film, et ça a toujours été un point qui est assez notable. On ne marque pas on ne marque pas, par exemple, Pierre pense qu'il a envie de manger. À l'image, c'est intransposable, ça. Et c'est-à-dire que on doit montrer, le texte doit être très explicite sur comment on montre que Pierre a envie de manger. Et ben, dans la génération d'images, c'est la même chose en fait. On ne marque pas d'éléments sujets à interprétation. On doit être extrêmement explicite sur si Pierre a envie de manger, c'est Pierre est face à un gâteau, il a un grand sourire et se lèche les babines. Et c'est beaucoup, beaucoup plus explicite, en fait. Et on comprend l'intention est la même. Et donc, dans la démarche de rédaction d'un prompt, la chose qui est très importante, c'est de réussir à faire abstraction d'éléments sujets à interprétation et d'être le plus clair et le moins imagier possible au niveau de l'expression de l'expression écrite. J'ai tendance à dire que pour bien prompter, c'est un peu comme si tu parlais à un enfant. Faut vraiment, tu vois, donner des détails, être précis, prendre son temps. C'est un peu ce que tu ressens aussi? Ouais, oui, complètement, parce que, enfin, en plus, moi, j'ai une fille qui a 7 ans, donc qui arrive enfin à l'âge de raison. Mais effectivement, effectivement, c'est complètement ça. Les logiciels IA sont assez peu capables de comprendre enfin, pour le coup, l'IA n'a pas d'imaginaire, et donc si tu laisses pas une certaine forme d'interprétation, ça ne peut pas marcher. C'est donc ouais, t'as tout à fait raison. C'est bien, c'est pertinent. Bon, parfait. Juste, tu parlais tout à l'heure des banques d'images, et hasard du calendrier, quelques jours, avant qu'on enregistre en tout cas cet épisode, on a eu une annonce importante qui était la fusion des banques d'images de Shutterstock et de Getty, pour un nouvel ensemble valorisé plus de 3 milliards de dollars, 3,7 milliards de dollars. C'est un truc énorme, donc une nouvelle fusion dans ce domaine. Ça me fait penser du coup à une question que j'aimerais te poser sur le futur des banques d'images et des banques de sons. Ça va ressembler à quoi, alors qu'il a jamais été aussi facile de générer des images avec des outils d'intelligence artificielle? Est-ce qu'elles sont mortes ou est-ce qu'au contraire elles vont se réinventer ces banques d'images? Alors, moi, je suis plutôt d'un naturel assez pessimiste et j'ai tendance à penser qu'elles n'ont
absolument pas la moindre chance de survivre à cette révolution. Peut-être qu'après, elles vont trouver d'autres moyens économiques, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai des abonnements chez différents, enfin, notamment chez PremiumBeat ou des choses comme ça, qui déjà a revu considérablement son modèle économique, puisque PremiumBeat, tu devais jusque-là payer une licence par musique. Maintenant, tu payes un abonnement à l'année pour avoir droit à un certain nombre de musiques, ce qui fait qu'au final, c'est beaucoup moins cher quand on fait beaucoup. Et ça, c'est pas un hasard si ils ont tourné leur veste comme ça, alors que ça fait 10 ans que PremiumBeat, tu payais des licences à 100, enfin à 50 ou 200 euros selon l'usage que t'en fais jusque-là. Aujourd'hui, comme je te disais sur l'aspect musique, par exemple, Suno propose des choses qui sont largement aussi bien que ce qu'il y a sur les musiques de banque de son, à l'exception près des musiques type jingle. C'est-à-dire que Suno n'est pas très doué pour faire des musiques de 10, 15, 20 secondes. Parce qu'il va avoir tendance à te faire une boucle qui va être toujours la même. Mais dès qu'on est sur des choses un peu plus longues, c'est aussi pertinent. Donc aujourd'hui, nous, je sais que dans la, on va dire au moins la moitié des cas, on a recours à des musiques IA plus que des musiques de banque de son pour les projets clients, ou alors encore comme je te disais à des compositeurs quand on a besoin de choses vraiment très très qualitatives qui doivent vraiment avoir un impact sur la musique doit avoir un impact majeur entre l'image et le son, enfin entre l'image et le son. Et là je fais encore appel à des compositeurs, mais autrement c'est rare. Et dans la même logique, je vois aujourd'hui, les clients alors moi je suis pas sujet à ça parce que je n'en achète pas, mais les clients achetaient des images de stock enfin pour leur communication, pour leur site web, pour leur fly ou des choses comme ça. Finalement, ils cherchaient quelque chose d'assez impersonnel qui pouvait convenir un peu à tout le monde, de relativement qualitatif pour pas payer de photographe. Aujourd'hui, tu tapes un prompt et tu as un truc qui est cohérent par rapport à ta propre boîte. Quoi, ils iraient faire autrement en fait. Et je vois toutes les boîtes que je connais qui avaient recours à des banques d'images, bah c'est déjà fini en fait. Les banques de sons et les banques d'images sont un domaine qui ont fait extrêmement mal à l'activité des compositeurs et des photographes il y a une vingtaine d'années, bien plus finalement que la migration de l'argentique au numérique, qui était juste une transition à suivre, mais pas dramatique. Et c'est un sacré retour de bâton, quoi. Donc c'est pas si mal. C'est parce que, OK, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Olivier. Alors peut-être une dernière question sur ton activité. Est-ce que l'impact de l'IA, selon toi, a affecté un peu le marché, du travail des photographes et des vidéastes? Est-ce que tes tarifs ont baissé, par exemple? Est-ce que les clients négocient plus? Est-ce que, dans ton réseau personnel, professionnel, tu vois des photographes ou des vidéastes qui galèrent plus qu'avant? est-ce que mes tarifs ont baissé? Non, bien évidemment. Et est-ce que ça a eu un impact jusque-là? Je n'ai pas remarqué. Peut-être que j'aurais eu plus de boulot si, il n'y avait pas eu d'IA. En tout cas, j'ai pas remarqué une baisse d'activité à proprement parler. Je pense que les graphistes, pour le coup, ont été beaucoup, beaucoup plus impactés parce qu'il y a, enfin, je vois énormément passer de Fly ou autres avec des compositions graphiques totalement faites par IA. Ça finira par avoir un impact, c'est sûr. Et pour moi, notamment, pas dans notre type d'activité, je pense que ça craint pas tant que ça, parce qu'on est quand même vraiment dans une activité qui prône le réel, avec des tournages où on met en avant les salariés des entreprises, les locaux des entreprises, les emplois, enfin le territoire ou le patrimoine touristique d'un lieu ou des choses comme ça. Et par exemple, j'avais vu l'année dernière une des institutions touristiques troyennes qui avait enfin qui avait généré une affiche pour un concours de photos de promotion touristique basé sur IA. Enfin, je trouve que ça avait pas de sens et je pense que assez peu de clients iront prendre le risque. Après, par contre, parce que ça donne au final une image qui est biaisée de la réalité et c'est pas forcément très pertinent. Après, par contre, on a par exemple nous, beaucoup de photos de produits. Aujourd'hui, ces photos de produits, elles sont très largement, retouchées, détourées. Elles ont besoin de ressembler le plus possible à la réalité. J'ai un peu peur qu'au bout d'un moment, ce type d'activité devienne une photo smartphone balancée dans un logiciel IA et que l'IA va le refaire en quelques secondes de manière, ultra qualitative et ultra efficace, mieux que nous on pourra le faire. Donc je pense qu'il y a à terme effectivement, il y a certains pans de l'activité qui pourront en pâtir, notamment tout ce qui est image publicitaire, sans que l'ancrage territorial ou réel soit vraiment majeur. Mais enfin,
Oui, ça va forcément avoir un impact, mais en tout cas pour nous, pour l'instant, c'est pas mesurable et c'est pas notable. D'accord. Photographe, est-ce que c'est toujours un métier d'avenir? Et quels conseils est-ce que tu donnerais aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui souhaiteraient, débuter ou se reconvertir dans la photographie ou la vidéo? Alors, est-ce que c'est un métier d'avenir? Enfin, est-ce que c oui, bien évidemment, il y aura toujours des besoins de photos, il y aura toujours des besoins de vidéos, même si c'est un métier qui est quand même déjà très, très, très occupé, il y a beaucoup de gens. Mais, en même temps, il y a 10 ans, c'était déjà le cas et je suis encore là. Donc il y a pas de donc il y a pas de raison que quelqu'un n'arrive pas à prendre sa place. Donc par contre, je pense qu'il faut surtout pas négliger la technique, comprendre les outils, y compris l'IA. Et ça fait partie, enfin c'est une partie intégrale du métier et il faut absolument développer une vision artistique unique, car c'est ça qui fait la différence à long terme. D'accord, parfait. Trouver sa niche, trouver son marché finalement et C'est ça. et et se développer. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup Olivier. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle de Bertrand Misonne, qui est chercheur en intelligence artificielle et écrivain. On écoute sa question. C'est à propos du moment où ça va partir vraiment en vrille avec l'IA. À quel moment est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est allé trop loin? Et donc comment décririez-vous, la situation dans laquelle, l'humanité se trouvera au moment où elle dira: «Ah oui là, là on est quand même allé trop loin là avec l'IA»? Il y a plusieurs points sur lesquels je suis assez d'accord avec ce monsieur. Le premier est que l'IA consomme des quantités d'énergie absolument astronomiques et que c'est absolument pas négligeable. Et quand tu vois certaines tournures climatiques ces derniers temps, notamment avec ce qui se passe à Los Angeles ou ce qui s'est passé à Mayotte, qui sont des conséquences directes du réchauffement climatique, même si certains font semblant que c'est pas le cas, il y a quand même un besoin de se raisonner. De la même manière, aujourd'hui, l'IA a quand même une très sérieuse vocation à détruire une bonne partie des activités de création intellectuelle humaine, enfin des professions intellectuelles, ce qui était quand même un des bastions protégés de l'activité économique mondiale. Et c'est très, 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 très beau rassurant sur le sujet parce que bah, l'économie ne pourra pas tourner avec des machines qui font tout le travail et des gens qui s'en époussent sur un canapé. Au bout d'un moment, il va bien falloir produire quelque chose. Donc donc là-dessus, il y a un problème. Après, est-ce que donc il y a peut-être besoin effectivement de modérer les choses et de contrôler un peu plus ce qui peut sortir? Parce que, enfin notamment au niveau de la désinformation, alors je parle sur plein de sujets, mais enfin notamment au niveau de la désinformation où clairement l'IA, peut prendre le compte, enfin peut réorienter complètement les prises de position politiques à droite à gauche et le cas de Croc avec, Grok, c'est ça? Grok, ouais, ouais, notre Grok avec une voilà, qui est une machine à désinformation absolument phénoménale. Enfin, je le comprends sur le fait qu'effectivement, il y a quand même plein de signaux qui sont un peu inquiétants. Après, est-ce que l'IA va prendre le contrôle du monde comme on peut l'avoir dans des films comme iRobot? J'y crois pas des masses. Je pense que ça reste, enfin, Terminator, c'est pas pour maintenant, parce que, l'IA, ne fait finalement que régurgiter des choses qu'on lui a données et j'ai pas l'impression dans les interactions que j'ai pu avoir avec ChatGPT d'avoir affaire à quelqu'un et parce que c'est pas quelqu'un, en fait, on sent vraiment que c'est quelque chose et que ce quelque chose, ne prendra jamais parti sur rien, à la condition que certains garde-fous soient posés et donc comment savoir si ça va prendre une bonne ou une mauvaise tournure? Finalement, c'est peut-être dans la régulation, mais dans la régulation, ça veut dire laisser certains pays, faire tout et n'importe quoi et en profiter allègrement ou au contraire, se fermer et réguler les choses. Enfin, c'est un vaste sujet, mais c'est pas simple et je pense on peut pas l'ignorer aujourd'hui, on peut pas ignorer l'IA aujourd'hui, on peut pas, se dire: «Il y a une quelconque forme de danger, donc on fait rien» et pendant ce temps-là, les États-Unis font tout. Donc Ouais. OK, parfait, très bien. Bah, écoute, merci Olivier. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? c'est marrant parce que tu vois, ça avait presque un lien, hein. Alors parce que ma question est: penses-tu qu'il est important de réfléchir à l'éthique dans l'utilisation de l'IA? Si oui, où faut-il fixer les limites entre progrès et responsabilité? Effectivement, on n'en est pas très loin, on voit qu'il y a un lien. Merci beaucoup de ta participation, Olivier Gobert. Je rappelle que tu es photographe et vidéaste. Merci d'avoir participé à ce Eh podcast. ben, merci à toi, Julien.
Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.